bien bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Backdoor. Comment vas-tu, mon cher ami? Eh ben écoute, ça va très très bien depuis il y a approximativement 3 minutes depuis qu'on a arrêté l'enregistrement de la première partie. Je pense que 3 minutes, c'était moins que ça, mais... mais oui... J'ai tendance à surestimer mes performances. Je sais. J'ai eu oui dire. Allez. Oh là là. Mais oui, bref, trêve de blagues. On vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Backdoor. On espère Cette partie 2 plutôt. Cette partie 2, exactement. On vous demandera simplement de bien vous installer et de profiter. Et de vous laisser emmener par cette belle histoire que je m'en vais vous conter. Et d'aller voir la partie 1 si vous ne l'avez pas vue. Exactement, cet épisode est la deuxième partie de l'épisode sur l'histoire de la NBA, avec un grand H. Oui. Donc dans la première partie, on avait commencé de la création du basket et on s'était arrêté plus ou moins aux années 80, en gros. Ouais, plus ou moins, ouais. Et donc, eh bien, dans ce deuxième épisode, on va partir des années 80, là où on s'était arrêté, pour aller bien jusqu'à aujourd'hui, finalement. Ouais, jusqu'à nos jours. Exactement. Et pas jusqu'à nos gens, avant... rien à voir. Non, rien à voir. Rien à voir. Avant que l'on recommence, je vais vous inviter à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Suivez-nous sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, sur partout, suivez-nous. Sauf dans la rue, s'il vous plaît, c'est chelou. C'est un peu bizarre par contre. Ouais. donc voilà, suivez-nous partout, partagez ce podcast, etc. Faites-le vivre, il vous appartient aussi, finalement. Et oui. C'est nous qui l'avons créé, mais il vous appartient. C'est ça. On est dans le partage ici. Il est prêt à commencer ? Il est prêt à reprendre, allez. Il est prêt à reprendre, c'est parfait. Si vous vous souvenez bien, donc la semaine dernière, nous vous avions laissé avec l'arrivée de deux jeunes joueurs en NBA, messieurs Magic Johnson et Larry Bird. Et oui. Qui avaient rejoint donc, les Celtics et les Lakers, qui avaient régné quasiment sans partage sur toute la décennie des années 80. Mm-hmm. Et ce seront donc, comme je le disais la semaine dernière, les premières superstars de la NBA moderne, de l'ère moderne de la NBA, notamment grâce à un bonhomme qui avait eu le nez creux, un certain David Stern, qui s'est dit, tiens, je vais miser sur ces deux petits jeunes-là. Pas la plus mauvaise des mises. Pas la plus mauvaise des idées qu'il ait eues, ce monsieur. Oh non. Et oui, puisque les affrontements de ces deux joyeux lurons seront la porte d'entrée dans le basket pour nombre de jeunes à travers le monde entier. Ah bah des millions, hein. Ah oui, des millions. Et puis surtout, la porte d'entrée et comment dire, la NBA qui s'affirme au sein même de son propre pays. Oui, c'est ça. C'est à partir de cette période-là que la NBA commence à être diffusée partout. Donc déjà au sein des États-Unis, comme tu le disais, on en avait parlé vite fait la semaine dernière, mais la fin des années 70, en NBA, les finales ne sont même pas en direct. Alors je vous laisse même pas imaginer les matchs de saison régulière. Ouais, donc c'est vous dire le bordel. Et à partir de cette période-là, c'est le gros boom médiatique de la NBA. Les dollars pleuvent. Les dollars coulent à flot, la NBA est diffusée partout dans tous les pays du monde. Et voilà. Grâce notamment à ces deux têtes de gondole. Oui, puis... Et une autre... Vas-y, tu allais dire ? Non, j'allais dire, et puis c'est sûr que vous avez les deux têtes de gondole, vous avez David Stern, comme on le dit depuis tout à l'heure, ça explose. Exactement. Et il y a un petit mec qui arrive en début des années 80, non ? Eh bien oui. Comme le hasard fait si bien les choses, nous sommes en 1984. C'est une date importante. Arrive déjà dans la ligue l'une des meilleures cuvées de draft de l'histoire. Ouais, clairement. Ouais. Ça se pose là. Puisque déjà avec le premier choix, les Houston Rockets sélectionnent Monsieur Hakeem Olajuwon. The Dream. Excusez du peu. Et surtout, il arrive juste après. Le numéro 2 de cette draft, celui qui est dans le débat du GOAT.
Monsieur Sam Bowie, bien sûr. Et oui, lui seul, le même. La légende. La légende du côté de Portland. Le fils de David. Bien vu. Non, bien évidemment, avec tout le respect que l'on doit à Sam Bowie, on parle ici de Michael Jordan, qui sera choisi en numéro 3 par les Chicago Bulls. Exceptionnel. L'un des pires choix de draft de la part de Portland, hein. Non pas que Sam Bowie soit un joueur mauvais. Non, mais c'est... Mais t'as le deuxième meilleur joueur de tous les temps juste après, quoi. Ah, le futur t'a donné tort. Ouais, c'est ça. C'est dommage. On aurait pu avoir... C'est un gros what if, ça, quand même. Ça, c'est un très très gros what if. Ouais. Et est-ce que Dennis Rodman serait allé aux Blazers pour aider Jordan à gagner un 6ème titre? Je ne sais pas. Est-ce que Scottie Pippen aurait été drafté aux Blazers? Tellement de questions, finalement. Oui, ça soulève beaucoup de questions. Est-ce que tu me permets de faire un petit pont avec le premier épisode? Oh, je t'en prie. Il y a un petit surnom, ils sont surnommés d'une petite manière, les Chicago Bulls, dans lequel Jordan arrive. Oui. Tu l'as? J'ai entendu, je l'ai eu par le passé. J'utilise des formes de conjugaison un peu originales, t'as vu ça? Mais non, là, il me revient pas. Donc, le cocaïne circus de Chicago. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Hein, on vous parlait de sucre glace et de brocoli dans la première partie. Ouais. Chicago, voilà, hein, c'est plaque tournante, finalement. Finalement, c'était top. Je veux dire, c'était Top Chef. C'était Top Chef, là. Ouais. Ah, t'avais Chebest qui te gueulait. C'était le meilleur pâtissier meilleur pâtissier des États-Unis. Ah, je peux te dire que les gâteaux, ça y allait. Hein. Ah bah là. Ah bah là, ça y allait. Et ouais, Michael Jordan débarque dans la NBA à cette époque-là. Il va attendre un peu avant de gagner son premier titre. Ah, il y a des gens qui sont installés déjà. Bah oui, Magic et Bird, hein, déjà. Notamment, pas que en vrai. Pas que, t'as aussi les Sixers qui sont très forts à cette époque-là. Ah ouais. Les Rockets, les Blazers, t'as les Pistons aussi qui seront champions 2 fois. Et oui. Qui feront un back-to-back. Enfin, il y a du monde. Il y a des mecs qui profitent aussi de l'expo Certes, on parle de Bird et de Magic, mais il y a quand même des seconds couteaux, vous me passerez l'expression, qui font très très bien le travail. Oui, je pense notamment à un certain James Worthy, par exemple. Par exemple, des premiers noms qui me viennent en tête. Je pense à mais je pensais aussi, tu vois, à des Moses Malone. Oui. Je pense à Isaiah Thomas, un jeu du Mars, Clyde Drexler dont on parlait. Puis même, tu vois, t'as les Alex English du côté de Denver. Ouais, c'est ça. Tu vois, en fait, c'est le moment où ça commence. Enfin, bon, mine de rien, c'est con, hein, mais quand vous professionnalisez une ligue, il y a un moment donné où ça se ressent dans le niveau et dans le spectacle. Oui. Hein. Et certes, c'est en tête de liste, il y a Magic et Bird dont on parlait, et il y a Jordan qui arrive, mais il y a un paquet d'autres types qui, dans leur état, font le travail. Bien sûr. George Gervin, par exemple, à San Antonio. Typiquement. Alors, certes, collectivement, ça va pas très loin, mais George Gervin, c'est quelqu'un. Quelqu'un. Ça revient à ce que je te disais, ce que je disais en début. C'est ce côté, ça permet à la NBA de devenir souverain dans son propre pays. Même dans les endroits un peu plus reculés, entre guillemets, en tout cas les endroits où il y a moins de popularité. Dans les plus petits marchés, quoi. Ouais. C'est ça, et ça permet peut-être aussi, à mon avis, à la NBA à ce moment-là de devenir l'une des ligues majeures aux États-Unis. Parce que je suis pas sûr qu'avant les années 80, même s'il y a Bill Russell, etc., on en parlait dans la première partie, allez la voir, je suis pas sûr que ce soit considéré comme la ligue majeure au même titre que la NFL ou la ligue de hockey ou la ligue de baseball. Ouais, je pense qu'avant ça, c'est plus baseball et foot US. Ouais, le hockey encore avant, à mon avis aussi. Ouais. Et c'est sûr qu'à partir des années 80, la NBA, en termes de popularité, devient la plus grosse ligue. C'est un rouleau compresseur. Et aujourd'hui, enfin... Il me semble que je dis pas de conneries, mais aujourd'hui, la NBA, c'est la plus grosse ligue sportive au monde. Oui, de très loin. Ouais, de très très loin. Mais devant la NFL, devant tout ça, quoi. C'est juste pas comparable. Mais oui, en fait, c'est ce truc où les années 80, tu vois, tu t'en reparlais, pareil, vous allez aller voir la première partie. On a donc le shit show avec le sucre glace et les brocolis dans les années 60-70. Et les questions de racisme encore avant, en 40-50. 80, finalement, c'est l'ère moderne, l'émergence, qui prépare une décennie 90, l'ère de la télévision, l'ère des droits télé,
Et la surtout, meilleure des manières. Et l'ère de internationalisation. Exactement. Et Ça oui, va puisque, de pair. ça va de pair, puisque nous sommes au début des années 90 désormais. Oui. Donc on est au début des années 90, le mur de Berlin vient de tomber, L'URSS avec. le rap commence à s'imposer comme l'une des l'un des styles musicaux les plus importants. C'est ça. Voilà. Que dire d'autre sur les années 90 qu'on n'a pas vécu? Schumacher commence à gagner ses premiers titres. Mitterrand est au pouvoir. Il y a le doublé de Zidane en finale de la Coupe du Monde. Enfin voilà. C'est la fin, mais ouais, c'est ces années 90 là, quoi. Voilà. Ouais, on est au début des années 90. On est en 1992, très exactement. Qu'est-ce qui s'est passé en 92 ? En 92, tiens. C'est pas Magic Johnson qui annonce qu'il a le VIH? Je pensais pas à ça. C'est 91. Ah, en plus. 92, c'est pas merde, pardon. Mes excuses. Ouais. Vous irez voir l'épisode qu'on leur a dédié. Ouais, le tout premier épisode de Backdoor Magic et Blood. Non, dis-moi. Ouais, non. Et moi, Bien. je pensais aux Jeux Olympiques de Barcelone. Mais oui, suis-je bête? Comment ai-je pu oublier ça? Comment n'ai-je pas pu y penser en premier? Les Jeux Olympiques de Barcelone où c'est la première fois que la NBA, que sont autorisés les joueurs de NBA à participer au tournoi olympique, puisqu'avant ça, c'était uniquement des joueurs universitaires. Alors, est-ce qu'on... Il est peut-être important de préciser que le fait que les joueurs NBA n'y participent pas n'était pas une volonté de la FIBA, mais une volonté de la fédération américaine. Oui. Pour, bien sûr. Parce qu'on avait déjà des pros en Europe qui faisaient partie des équipes nationales. Oui, c'est ça. Il y avait déjà à cette époque-là, par exemple, un Sarunas Marčiulionis qui était lituanien, qui jouait en NBA du côté des Warriors, par exemple. Exactement. Qui participait avec l'URSS et la Lituanie aux différentes compétitions internationales. Voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé pour cette précision. Non, mais il n'y a pas de souci, Et ouais, 92, donc les joueurs NBA sont autorisés à aller aux Jeux Olympiques. C'est Chuck Daly, légendaire coach des Bad Boys de Détroit, champion en 89 et en 90, qui sera le sélectionneur de cette Team USA. Et vous voyez les Avengers ? Ouais. Vous voyez le flex ? Bah ouais. C'est ça. Une équipe, la Dream Team, l'équipe de AF finalement, la meilleure équipe qui n'est de tous les temps, tout simplement. Oui, qui n'ait jamais foulé un parquet de basket. Puisque dans cette équipe-là, on retrouve en vrac Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Patrick Ewing, David Robinson, Charles Barkley, Chris Mullin, John Stockton, Scottie Pippen. Est-ce que j'en oublie Pippen, t'as dit Karl Malone. Ouais. Karl Malone. Je sais plus. Karl Malone, il y est pas pour moi, mais non, peut-être. Je crois pas. T'as dit comment il s'appelle le meneur Stockton. Oui, Stockton, tu l'as dit. Ouais, j'ai dit Stockton. Et je cherche le mec qui vient de l'université. Christian Laettner. Ça aurait pu être Shaquille O'Neal pour votre culture. Et oui, donc en 92, eh bien, cette Dream Team américaine ira rouler sur tout le monde. Ah bah littéralement à Barcelone. Là. Ouais, voilà, c'est le rouleau compresseur finalement. Ne feront pas de quartier. Chuck Daly, le coach de Team USA, sera champion olympique sans prendre un seul temps mort. Ce qui est un sacré flex. Hein. Et puis je crois que j'ai plus les stats en tête, mais je crois que l'écart moyen c'est genre 20 points d'écart ou 30 points d'écart. Ouais, c'est assez violent quoi. C'est assez I know nothing about Angola, but Angola is in trouble. Voilà. Oui. Charles Barkley qui manque de créer un incident diplomatique avec l'Angola. Donc voilà. Des affiches de 8 mètres sur 12 de Jordan en plein Barcelone. Et au milieu de tout ça, John Stockton qui se balade anonymement. C'est ce que j'allais dire. Et oui, le comptable finalement. C'est ça. Et ouais, donc c'est cette équipe-là qui va tout changer, qui va faire prendre une dimension internationale à la NBA. C'est la deuxième révolution. Hein.
C'est ça. Il y a qu'à voir pourquoi est-ce qu'un joueur comme Dirk Nowitzki porte le numéro 41. Et c'est pas en hommage au 14 de Barclay? Exactement, c'est en hommage au numéro 14 qu'avait Charles Barkley avec Team USA. Bah, Tony Parker porte le 9 parce que Jordan avec Team USA. Hein. Exactement, c'est ce que Et j'allais oui. dire. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Mais on se Que veux-tu complète. Oh, mais oui, comme les pièces d'un puzzle. Donc voilà, après ça, la NBA va... Ça y est, là, tout le monde connaît la NBA. Ah bah là, il y a, Tout oui, il y a le- l'international, ça y est, c'est fait. Ouais, tout le monde connaît Michael Jordan, Magic Johnson Oui. et Shaquille O'Neal. La marque Jordan explose déjà depuis un moment donné et installée. Ouais, on est à cette époque-là, c'est la Jordan 7, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est ça. il me semble. On est en pleine Jordan Mania. Ouais, ça s'arrache comme des petits pains, on a Ah bah. les pumps du Shaq. Du Shaq, j'allais dire de Charles Barkley. Pas du tout. Pas du tout. Il était pas Reebok Non, il est Barkley chez Nike, Barclay. Il est comme Jordan. Petite anecdote si vous l'avez pas. bah, Sachez que ouais, je Jordan savais a pas. permis à Barclay de gagner énormément d'argent, puisque Barclay ne connaissait pas le principe d'avoir des parts dans l'entreprise, et que ils signent leur contrat à peu près au même moment avec Nike, et que c'est Jordan Ouais. qui dira non mais ma daronne m'a dit de prendre des parts, que c'était mieux. Et Barclay dit que oui, Jordan lui a fait gagner quasiment 100 millions. Oh putain. Voilà. Ah bah il lui en doit une belle. Hein. Ah ouais, j'espère qu'il va payer 2-3 bières. Oh bah au minimum. Mm. Oh puis connaissant Charles Barkley, il lui a payé un bon repas, on va dire. Oui. Donc voilà. Après tout ça, à la fin des années 90 et au début des années 2000, on commence à voir nombre de joueurs non américains arriver en Ouais. NBA. C'est Il l'invasion commence à y européenne. Ouais, et ils commençaient à y être très bons. Oui. Déjà dans les années 80 et 90, on avait 2-3 pionniers. On avait les Marciulonis, on avait Feu Drazen Petrovic. Ouais, exactement. On avait Arvidas Sabonis, ce genre de gars-là. Ouais, À ouais. partir de la fin des années 90, tu commences à avoir les Nowitzki, les Pau Gasol, les Tony Parker, les Manu Ginobili, Les Peja tout ça, Stojakovic, les Peja, bien sûr. les Tariq Abdul-Wahad. Le premier français drafté Eh oui. en NBA, Monsieur Olivier Saint-Jean, de son nom de naissance, qui deviendra Tariq Abdul-Wahad après une conversion à l'islam. Ouais. Voilà, tout ça, qui vont... et tous ces joueurs-là vont continuer de faire rayonner. Bah, vont donner une vraie la place aux NBA. Européens en NBA, dans les rosters. C'est ça. En parallèle de tout ça, dans les années 90, bon, on en a déjà un peu parlé, mais c'est la Jordan Mania. C'est Tout ça. le monde s'arrache Michael Jordan. Je veux dire, il y a Space Jam. Il est dans un... Il y a un dessin animé, une série de dessins animés avec Michael Jordan dedans, tu vois. C'est ça, il est à ce moment-là, il est plus grand déjà que la ligue, mais en fait, il fait partie de ces sportifs si grands qui dans leur sillage, leur ligue professionnelle suit. C'est ça, c'est le genre d'athlètes qui sont plus grands que leur sport. Ouais, ils sont très peu. Ouais. Hein. Là, j'en ai pas Ouais. beaucoup en tête. Hein. Dans le basket, j'en ai que 2 en tête. Hein. J'ai Jordan et LeBron. J'aurais même peut-être plus dit Jordan et Curry, mais ça s'entend. On peut en mettre 3. Ouais. Après, Mais oui, sinon, bien sûr. tu sais, ça vient genre des Lewis Hamilton, des... Ah bah là on part sur dans du coup. F1, Des Tiger dans le foot, Woods, c'est des Michael Phelps, des Messi Ronaldo, des Nadal, des Federer. Nadal, exact. C'est ce genre de C'est nom-là, ça. quoi. Mais ouais, Usain Bolt, pareil. les années 90 sont bien carry par Jordan. Hein. Parce qu'il Ah est bah, ça. excellent sur le terrain et il est excellent en dehors des terrains. C'est pareil, Bah, sur le Air sur Jordan le terrain, devient une marque. déjà, ouais. Sur le terrain, déjà, tout bonnement, bah, c'est 2 3-peats. Voilà, Donc 6 titres en 8 ans. c'est pas rien. Une dictature, hein, Oui. Une dynastie. finalement. Une dynastie, exactement, avec les Bulls. Aujourd'hui, tout le monde connaît les Bulls. Tout le monde a Non, déjà mais vu vraiment. ce logo avec le taureau rouge, là. Alors qu'on va pas se mentir, c'est une des franchises les plus pétées de NBA depuis que je commence à suivre. Hein. Ouais. Il y a eu un petit regain avec Derrick Rose et les années Thibodeau, mais sinon... On en parlera on plus se fait tard, mais chier oui, sinon on se fait chier à Chicago. Hein. On se fait chier de ouf à Chicago, Ouais. hein. C'est terrible. Hein. Rappelle que le dernier titre de Chicago depuis Jordan, c'est les Chicago Skies. Hein.
Eh ouais. Eh ouais. C'était en 2021. Oui. Et voilà pour les années 90. Pour les années 90. La fin des années 90. Qui c'est qui chope le dernier titre des années 90 ? Les Spurs. En finale contre eux, mes Knicks. Les Knicks. Et ouais. Fin des années 90, ça arrive un jeune des îles natif des îles Vierges, un certain Timothy Theodore Duncan. Dont on a déjà parlé. Oui, un épisode qui était un peu spécial. Puisque j'étais tout seul. Et oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est l'épisode où tu es tout seul. Mais voilà. Ouais, c'est une grosse arrivée. 99, on a aussi le premier gros lockout de la NBA. Bah, le premier, ouais. Ouais. La première grève, la saison qui est écourtée de moitié. On explique le principe du lockout ? Tu veux t'y coller ? Bah oui, rapidement, en gros, c'est un accord qui n'a pas pu être trouvé entre le NBPA. Le NBPA, exactement, qui est donc le syndicat des joueurs. Exactement. Et les propriétaires de franchise et la ligue. C'est ça. Autour de ce qu'on appelle le CBA, Collective Bargain Agreement. Qui est en gros le contrat qui lie les joueurs et les franchises pour tout ce qui est répartition des richesses. C'est ça, qui statue sur les droits des joueurs, le côté économique, tout ce genre de choses. Exactement. Et donc, les deux parties n'ayant pas pu trouver un accord avant le début de la saison, eh bien, il y a ce qu'on appelle une période de lockout, où les joueurs NBA sont en grève, finalement. Et la saison sera écourtée de moitié, et elle reprend que, je crois, fin janvier, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, je crois qu'il y a qu'une quarantaine de matchs qui est joué au total. Ouais, et du coup, les Spurs arriveront champions à la fin de cette saison-là. Alors, ce lockout qui aura été dramatique pour nombre de joueurs. Hein. Ah bah, un lockout, ça fait du mal à beaucoup de monde. Hein. On pense à Sean Kemp. Ouais, on pense à Sean Kemp, on pense à Vin Baker. Oui. On pense... voilà, j'ai pas d'autres noms qui me viennent en tête. Je pensais à ces deux-là particulièrement. Ouais, mais c'est les deux plus gros exemples, quoi. C'est des gars qui... Et qui, à l'inverse, en vrai, va aussi être bénéfique pour certains joueurs, tu vois. Un Kobe va énormément se servir du lockout pour travailler, et on va commencer à avoir un Kobe qui émerge vraiment en 99. Et oui. Et oui, puisque après le titre des Spurs en 99, le premier de team de notre ami Duncan et Robinson, eh bien c'est les Lakers qui installent une nouvelle dynastie. Un nouveau three-peat. Un nouveau three-peat. Le deuxième three-peat du coach Phil Jackson. Non, le troisième, putain. Bordel. Il a fait 3 three-peats, cet enfoiré. Et il en a rien à foutre. Oh mon dieu. Ah non, donc le troisième three-peat du coach Phil Jackson, emmené sur le terrain par un jeune Kobe Bryant qui porte le numéro 8, et surtout, un gros Shaq, gros Shaq. Le most dominant ever. Un big dog. Un big cactus là. Ouais. Et qui on vous invite à écouter son épisode. Bien évidemment. Le gros épisode qu'on a fait sur le gros Shaq. Bien évidemment. Et qui permettent, donc, ce que j'allais dire, de propulser la NBA dans ce nouveau millénaire et de plutôt correctement, en vrai, s'installer dans ce qui va devenir l'ère des réseaux sociaux, mais au début, l'ère d'Internet et surtout, au début des années 2000, l'ère des paparazzi. Le Shaq et Kobe à Los Angeles... C'est des rockstars et ça aide massivement à la diffusion de la NBA à l'international encore. Ça continue le travail de Jordan. C'est les rois de Los Angeles. Hein. Ah mais très très clairement. Et David Stern est heureux de voir les Lakers, de voir Los Angeles pour l'argent. David Stern veut absolument que les Lakers aillent en finale, quoi qu'il arrive. Bien évidemment. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. N'est-ce pas les Kings ? Surtout quoi qu'il en coûte. En plus, les Lakers ont la particularité d'être vachement bien habillés. Ah bah, Purple and Gold, c'est... Ah, c'était une transition, mais tu l'as pas eu, c'est pas grave. C'était une transition, mais je l'ai vers le dress code, parce qu'il faut en parler. Oh putain, bah oui, bah bien sûr, oh là là, je suis bourré. Bien sûr qu'il faut parler du dress code début des années 2000. Pareil, d'un autre mec dont on a parlé.
Allen Iverson. Eh oui. La réponse. Oh, on va commencer à pouvoir faire des ponts dans tous les sens, c'est exceptionnel. Ah non, mais là, c'est l'échangeur de la 10, là. Et oui, monsieur Allen Iverson qui arrive en NBA en 1996. Ouais. Dans ce qui est, je pense, la meilleure draft de tous les temps. Oui, c'est la meilleure draft de tous les temps. Elle discute avec 2003, je pense, mais pour moi, c'est 96 la... Pour moi, c'est 96 la meilleure. Hein. Ça se discute. Puisque dans le désordre, Allen Iverson, Ray Allen, Steve Nash et Kobe Bryant, Sam Cassell, Stephen Marbury, enfin, voilà. Du monde. Du beau monde dans cette draft 96. Iverson arrive surtout avec ses baguilles et tout. Iverson est un mec qui vient du ghetto de je sais plus où, j'ai oublié. À côté de... Je sais que c'est en Virginie, mais j'ai oublié le nom de la ville. J'ai oublié le nom de la ville. C'est pas Rocky, parce que Rocky, c'est... J'ai déjà l'a dit que c'est... Je sais plus, moi ça me revient pas, je suis désolé. Tant pis, c'est pas grave. Il vient de Virginie. Allez écouter l'épisode d'Allen Iverson. Exactement. Ouais, Iverson, c'est un mec qui vient de la rue, qui vient du ghetto, et disons qu'il a pas changé quand il arrive en NBA, il est resté le même avec du coup tout le dress code qui va avec, hein, baggy, chaîne en or, sweat, casquette, durag et 13 plaqués, enfin corne rose là. C'est ça, ce qui ne plaît pas beaucoup à David Stern. Ah, ce qui ne plaît pas à David Stern, hein. Non, lui qui est bien lisse. Lui, il aime bien quand c'est lisse, quand ça brille, quand c'est blanc. Oui. Voilà, donc autant dire qu'il a un peu dans le collimateur, hein, notre ami David Stern. David Stern est ce qu'on appellerait aujourd'hui un boomer. Ouais, c'est clair. Et ouais, du coup, il va arriver au début des années 2000 à imposer un fameux dress code pour Allen Iverson, hein, clairement. Y a pas de... Ou en gros, les gars, maintenant vous arrivez au stade, c'est costard. Et dress code qui va rester en place jusque en quelle année? J'allais dire début des années 2010. Non, je crois que c'est avant, je crois que ça dure vraiment pas longtemps. Fin des années 2000. Parce que moi j'ai un souvenir de début 2010 de voir les joueurs beaucoup arriver en costard au match. Et après, pour moi, ça s'estompe un peu avec l'ère des réseaux sociaux, mais peut-être que je me trompais. Je crois que, si je dis pas de conneries, ça dure vraiment pas longtemps. Mais, ok. On est vraiment pas un podcast précis, putain. Ouais, là, on est plus trop précis à ce niveau-là. On s'en excuse. Oui, désolé, ça fait longtemps qu'on enregistre. Ouais, on est fatigué, mais on essaye de faire ça bien, et surtout de faire ça de façon divertissante pour vous. Voilà, c'est de l'entertainment avant tout. Reprenons au début des années 2000, du coup, après les Lakers. Après le sweep-it des Lakers, et le plus gros scandale de l'histoire de la NBA, où les Kings se feront voler d'une façon scandaleuse. Il y a un mec qui est venu essuyer son nez sur un coude aussi. Ouais, quelle idée aussi. Quelle idée, merde. Ouais, les Kings se font voler leur finale, leur place en finale au profit des Lakers. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire-là, on en parle un peu dans l'épisode du Gros Shaq. On en parle un peu plus. On y revient un peu plus en détail. Et voilà. Après ça, on arrive en 2004. Une année de dépression pour David Stern. Pour David Stern. Là, la finale, c'est... Il y a quand même les Lakers en finale. Il y a quand même les Lakers. Il y a quand même LeBron qui est drafté cette année-là. Avec Carmelo Anthony dans l'une des autres grandes classes de draft. En tout cas, qui joue sa première saison, qui sont draftés en 2003. C'est la saison rookie de Carmelo Anthony, LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh et Darko Milicic, notamment. Sans l'oublier. Et Boris Dio. Et Chris Kaman. Et Kirk Henrich. Et TJ Ford. On va tous les faire. Non. Et Kyle Korver. Non. Ah ouais, Kyle Korver, c'est 2003. Ouais, il est là. Ah, je ne savais pas de ça. Mais bref. Mais voilà, ouais, à cette époque-là, les Pistons remportent à nouveau le titre, à la surprise générale, face aux Lakers de Shaq, Kobe, Karl Malone, Gary Payton et Derek Fisher. Ouais. Bref, une belle équipe. Une belle équipe. Les Lakers qui, après avoir perdu contre les Spurs en 2003, espéraient
retourner sur la plus haute marche du podium, avec cette super team de vieux briscards. Mais non. Il n'en sera rien. Un certain Chauncey Billups a dit non. Et les Pistons gagnent 4-1 cette série de finale. Absolument exceptionnelle. Cette équipe. Fantastique. Vous avez dit underdog. Ouais, vous avez dit basket du début des années 2000 où il y a moins de 100 points par équipe par match et on joue à 4 secondes à l'heure. Il n'y a pas que moins de 100 points, il y a moins de 90 points même. Ah ouais, non, ça score pas du tout. C'est un basket complètement opposé avec le basket moderne. Très rugueux, énormément très basé barbelé, sur la défense. C'est pas pour rien que le franchise player de cette équipe, c'est Ben Wallace. Hein. Ah bah non, bien évidemment. Ouais. Et ce qui va Ben quand même en Wallace. vrai assez contraster avec une ère qui va se développer après. Parce que donc 2004, là on en parlait. 2005, les Spurs regagnent. Ou pareil, Mais- c'est des finales très défensives. Hein. La finale de 2005, Ouais. c'est Spurs... Pistons. Oui, c'est les Pistons. Oui, les Nets, c'était 2003. C'est les Pistons encore, c'est Spurs Pistons, et c'est encore... c'est une très belle finale. Allez la voir juste pour le game... Je crois que c'est au game 7, ça finit au game 7. Pas sûr, mais Je sais oui, pas, mais je crois que ça finit en 6, si je dis pas de bêtises. En tout Mais, cas, allez voir le peut-être dernier match que- de la série, parce que c'est le match où Tim Duncan lâche un quadruple-double non officiel. Oui, Absolument incroyable. qui lui sera refusé après, parce que... Il y a 2 contre, Bon, c'est pas des contre. Voilà, c'est ça. Mais c'est l'idée. couilles. Exactement. Donc voilà pour cette belle saison 2005. C'est ça. Et du coup, je disais, transition en 2005-2006, parce que la finale va être plus offensive avec le Heat Mavericks, mais c'est surtout l'apparition des 7 Seconds or Less de Phoenix et de Mike D'Antoni. Oui, exactement, le fameux Greatest Show on Court. Oh oui. Cette équipe complètement folle des Phoenix Suns, emmenée par un magicien, Un Steve Steve Nash. Nash, qui chope son double MVP en 2006 et 2007. 2007. C'est bien ça. Avec un Stoudemire exceptionnel, un Sean Marion qui bouge tous les trous, un Boris Diaw en sortie de banque exceptionnel, qui gagne le titre de 6e homme de l'année. Ouais. Et une ligue qui devient plus offensive un peu d'un coup. Parce que cette saison 2006, vous avez LeBron qui tourne à plus de 30 points de moyenne, vous avez Kobe qui fait sa saison avec les 81 points qui tourne à 34 points de moyenne, si je dis pas de bêtises. Ouais, t'as Melo qui nous fait des dingueries avec les Nuggets. Il y a Wade qui est dans la course au MVP. Ouais. C'est t'as Dirk qui fait du sale avec les Mavs. C'est ça. Vous avez vraiment une ligue qui d'un coup s'offensive. Ouais, qui devient offensif. Et puis ça part dans tous les sens, tu vois. Ouais. À cette époque-là, t'as aussi les Rockets, mine de rien, de T-Mac et de Yao Ming, de Yao. qui vient d'arriver avec le first pick. C'est ça. Qui devient le premier joueur non américain à être sélectionné avec le premier choix de la draft. Ouais, une draft très importante, la draft de Yao en vrai. Hein. Ah ouais, hein. Parce qu'une draft qui marque les esprits, ouais, comme tu disais, premier non américain. Et surtout, genre, pour ceux qui l'ont pas vu, le segment avec Charles Barkley où il dit que si Yao Ming arrive à mettre. C'est quoi, c'est un lancer franc, je sais plus ce qu'il dit, ou 10 points dans un match s'il met 10 ou 20 points, je sais plus quoi. Ouais, s'il met 10 ou 20 points dans un match, j'embrasse le cul d'un âne. Ouais. Il dit ça avant la saison, et je crois que c'est genre 4e match. Ouais. Yao Ming qui te sort un match genre 25 points, 12 rebonds, 4 contre, enfin voilà quoi. Du coup, il embrasse le cul. Yao qui fait du Yao. Et du coup, t'as la séquence où sur le plateau de télé, il ramène un âne et Charles Barkley qui dit je suis un homme de parole et qui va lui faire un petit bisou sur le cul de l'âne. Une des meilleures séquences que nous a offert Inside the NBA. Ah ouais, quelle émission de fou ça aussi. Dommage qu'elle s'arrête, triste. Ouais. Ça fait mal. Ouais. Mais du coup, une ligue qui à ce moment-là, d'un coup, change un peu de mode de jeu, entre guillemets. Ouais. Même si on n'est pas sur le basket actuel, calmez-vous. Oui, on n'y est pas encore, mais tu sens que c'est un peu les prémices. Quoi. Ah bah c'est la transition. Comme on disait, les Phoenix Suns, tu dois en parler, ça marque cette époque. Ouais. Alors certes, ça va même pas en finale NBA, ça s'arrête 2 fois de suite en finale de conf, si je dis pas de bêtises. Ouais, 2 fois quasiment contre les Mavs et les Spurs ensuite, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça perd en 2006 contre les Mavs et en 2007 après contre les Spurs. C'est ça. En parallèle de ça, on a le début de l'ère LeBron James.
Ouais, LeBron James qui commence vraiment à faire sa légende, quoi. Hein, On finalement, parlait de ça. Alors, dès le début, il a été bon, hein, Bonbon, hein, mais sa troisième saison, il a plus de 30 points. Et là, on commence à comprendre que ça va être un énorme problème pour la ligue pendant pas mal d'années. Ouais. Et 2007, il va en finale. Il Ouais. emmène un brancardier et 2 électriciens en finale. Ouais, coaché par Larry Brown, qui n'était pas encore le Larry Brown qu'on connaît aujourd'hui. Non, c'est la perf qu'il fait, surtout qu'à cette époque-là, il a 20... Bah, à cette époque-là, 3, il a 24, un truc comme 20... Quand il emmène en 2007, il a 22 ans. 22 ans. Un mec de 22 ans qui t'emmène une équipe de bras cassés jusqu'en finale NBA. Bah, Et qui dites-vous... surtout, sur la route, se tape les gros Celtics de Paul Pierce. Oui. En finale de conf, ils doivent se taper les Pistons qui, mine de rien, sur les années 2000, sont en finale de conférence tous les ans. Enfin, voilà quoi. Le mec, à 22 ans, il te fait ça. À point de comparaison, dites-vous que Luka Doncic, à 22 ans, il a réussi à aller en finale de conférence à l'Ouest en tapant les Suns, etc. en 2022. Ouais. Ça a été trop court, hein, après. Bah ouais, c'était les Warriors qui se C'était les Warriors, c'était court, hein. C'est clair. Non, c'est le début de... En fait, c'est le début de la... On parlait de l'ère moderne tout à l'heure. C'est le début, mine de rien, ce qu'on va le comprendre après, de ce qu'on appellera l'ère des réseaux sociaux. C'est ça. Parce que, en 2009, etc., vous avez l'émergence de Twitter, de Facebook, mais vous avez déjà eu les MySpace, etc. Je pense qu'on va tranquillement rentrer dans la décennie 2010. Oui, on rentre dans la décennie 2010 avec... bah déjà, je finis vite fait sur les années 2000. Vas-y, finis, pardon. Les Celtics remportent leur seul titre qu'ils ont gagné depuis la chute du mur de Berlin. Voilà, où Paul Pierce s'est chié dessus, tellement Kobe était fort. Peut-être je prends parti là, non? Non, j'ai pas l'impression. Ok, ça va. Franchement, je te trouve assez soft. Cool. Je déteste Paul Pierce, ok? On le déteste tous. Mais ouais, mais ces finales, bah mine de rien, 2008, c'est quand même un titre de fou. Oui. Kevin Garnett, Anything is Possible, incroyable. J'ai envie de le crier, mais je peux pas. Pareil, j'ai des colocataires. Ouais. Mais voilà, le retour de la finale, d'une finale Lakers-Celtics, la première depuis, de mémoire, 87. Ouais, quelque chose 86, comme ça. 87 ou 86. Bon, moi 87, mais ouais. Voilà. Ça date. Quelle finale. Incroyable, oui. Donc les Celtics qui gagnent. Après 2009-2010, c'est le back-to-back des Lakers. Kobe gagne tout seul. De Kobe qui s'affranchit du Shaq et qui remporte ses 4e et 5e bagues. Et ses 2 premiers MVP des finales, bien épaulés par un certain Pau Gasol, dont on vous invite à aller écouter l'épisode. Incroyable. Incroyable. Kobe double champion, double MVP des finales. On aurait pu avoir une finale Kobe-LeBron en 2009. Mais le Magic en a décidé autrement. Mais le Magic de JJ Redick, de Courtney Lee, de Dwight Howard et de Edo Turkoglu a dit « ce sera non ». Et ils iront perdre 4-1 en finale, mais bon, vous pouvez pas faire beaucoup mieux, je pense. Non, ça aurait été compliqué. Après ça... ce Magic d'un gros Dwight Howard, de début de carrière, qui est absolument monstrueux, qui est... Superman, qui est candidat MVP, ouais, c'est Superman, qui est exceptionnel, qui est au four et au moulin, comme qui a battu LeBron James. Qui a battu LeBron James, ouais, et c'est en demi-finale ou en finale de conf? C'est en finale de conf pour moi qu'il ouais, c'est en finale de conf, ouais. C'est ce qui me semblait aussi. Il tape 4-1. Et voilà. Ouais. Après 2010, encore une finale Lakers-Celtics. Et là, une finale qui va jusqu'au Game 7. Game Incroyable, 7 cette respirable. Où les Lakers remportent le titre dans un Game 7 qui se terminera avec 4 points d'écart. C'était très très serré, hein. Ouais. Kobe peut remercier très fortement Sacha Vujacic. Et Ron Artest. Et Pau Gasol quand même, faut pas déconner aussi. Faut pas déconner. Parce que ouais, il passe un peu à côté de son Game 7 à titre perso, mais ces finales sont
Tu sais qu'on est des, on est des gros cons. Ouais. On a complètement oublié de dire qu'en 2007, les Spurs gagnent et que Tony Parker est MVP. Ouais, on est complètement con, putain. Ouais. Notre patriotisme n'a pas été présent. Ouais. Déjà, c'est le tout premier joueur non américain à remporter le titre de MVP des finales. Et oui. Qui est la plus grande distinction individuelle en soi. Était MVP des finales. Ouais. C'est la distinction du winner par excellence. Voilà, c'est ça. T'as été le meilleur au moment où ça compte le plus. C'est un petit Français qui l'a eu. Un petit gars qui vient de Fécamp. Et il y a une belle photo où il a le drapeau français autour de la taille avec les 2 trophées dans les bras. Il y a le Tony Burger à couille qu'il est avec Eva Longoria. Pareil, on en a parlé de Tony Parker déjà. Dans l'épisode sur Parker Idiot. Ouais, dans la French Mafia. Naturellement. Et oui, donc pour revenir où on en était... On était à 2011. Ouais, on arrive à 2011. Victoire d'un autre Européen. Ouais. Contre déjà, attends. On va quand même parler de la décision. Ah oui, c'est un grand moment de l'histoire de la NBA. C'est important. C'est le moment où, on va dire, LeBron James rentre dans son arc narratif du super vilain. Ah bah pour ceux qui suivent la WWE, il a turn heel, comme on dit. Il était face, et là il est devenu heel. C'est méchant pour ceux qui n'ont pas. Ok, ouais. Moi, un heel n'a pas le soutien du public, un face a le soutien du public. Ok. Voilà. Ça marche. Donc là, il devient le grand méchant. Il devient le grand méchant qui s'en va à South Beach rejoindre le Miami Heat pour former un trio de l'enfer avec ses 2 poteaux Chris Bosh et Eddie Wade. Exactement. Qui sont du coup cette équipe du Heat qui en 2011, c'est le champion attendu par tout le monde. Ah bah c'est presque sûr. T'as envie de te dire, mais mets ton PEL sur Miami champion. Ah bah c'est même évident, j'ai envie de dire. Surtout qu'en finale, ils rencontrent qui? Les Mavs. Non, mais l'équipe de vieux, là. Ouais, voilà, des vieux briscards. Jason Kidd, Jason Terry, Dirk Nowitzki, Tyson Chandler. Et puis Dirk Nowitzki, Rodrigue Bobois et Yann on l'a Marami. déjà vu en 2006. C'est un choker, Nowitzki. Voilà. Et finalement. 4-2 pour les Mavs dans ces finales. Ouais, LeBron va se chier dessus. C'est là que LeBron James devient le Choke James. Ouais, 17 points par match en moyenne sur la série. Ah, ça, elle fait mal celle-là. Hein. Ah, elle est complexe celle-là, elle est très complexe. Elle est très très complexe celle-là. Et Dirk Nowitzki qui joue à un niveau. Mais le niveau qu'il a sur ses finales. Le niveau de Dirk Nowitzki sur ses finales est tout bonnement ahurissant. Ouais, c'était... Genre là, tu vois, il y avait tous ces démons qui sont revenus de 2006, le choke en finale, de 2007, le MVP en tongue, parce qu'il s'est fait sortir au premier tour, alors qu'il était first seed, qui se font sortir par les Warriors de We Believe. Donald Barnes, Stephen Jackson, Baron Davis et tout, enfin... Ouais. C'est... là, t'as tout qui est Non, là, ressorti, c'est la vengeance, c'est l'arc de rédemption. Ouais, c'est ça, c'est la rédemption de Dirk Nowitzki. Sa narrative chante complètement à partir de cette année-là. Ah bah oui, très très clairement. Et il y a qu'à voir les images de la fin du Game 6 à Miami, où il sort, et il est sur le banc, il va dans les vestiaires, parce que c'est trop pour lui, tu vois, niveau émotion. C'est juste trop. C'est juste trop. Ce mec, ses finales sont incroyables. Exceptionnelles. Après ça... MVP des finales, le 2e européen. On l'a pas précisé, mais il a été le premier européen à recevoir le titre de MVP aussi. Ouais, c'est vrai, en 2007, bien vu. Alors que, bon, certes, c'est en tongue, mais tout de même. Quand même. En 2012 et 2013. C'est l'avènement de LeBron James. C'est ça y est. Dark Vador est au sommet. Il reçoit ses 3e et 4e titre de MVP. Exactement. Il aurait dû être MVP unanime en 2012, mais un connard a préféré voter Carmelo Anthony. C'est gratuit. Mais ouais, et là, tu peux rien faire. Là. C'est le hit des 27 victoires d'affilée. 2012, tu peux rien faire. Ah bah 2012, c'est fini. Il y a 27 victoires d'affilée pour le hit.
En face, c'est une équipe toute jeune du Thunder. Ouais. Alors, c'est par contre aussi l'année du lockout. Oui, aussi, oui. Deuxième lockout. Du deuxième lockout. Et je dis de la merde du coup, parce que les 27 victoires d'affilée, c'est pas en 2012, c'est en 2013. Donc, oui, ouais, c'est vrai. On en a parlé dans l'épisode de Chris Bosh. Eh oui. Encore un pont. Mais ouais. Et LeBron qui est au sommet de son art. Il est magnifique, LeBron. Il est injouable sur ces finales 2012. Injouable. Ah bah, il est énervé. C'est cette année-là où t'as la fameuse regard noir LeBron. Ouais, c'est en demi-finale de conf contre les Celtics. Contre Boston, ouais. Game 6 alors qu'il peut être éliminé. Ouais. Qui te sort il t'envoie 45 points. Ouais, je crois que de tête, il envoie un truc comme un 15. Je crois qu'il envoie un 45, 15-6 ou une connerie comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est très très énervé. Il met les 8 premiers points de 8, tout rentre. Dans la zone, juste LeBron dans la zone. Ouais. LeBron dans la zone, comme très peu de gens ont pu rentrer dans la zone avec autant de qualité athlétique et basket. C'est ça, c'est clair. Après ça, 2013, c'est... Alors certes, en régulière, il y a les 27 victoires de suite. Ouais. Mais en finale... Alors, attends, déjà, avant ça, t'as la série face aux Pacers en finale de conf qui est exceptionnelle. Contre Paul George qui est incroyable. L'explosion de Paul George. Jeune Paul George qui t'emmène le hit jusqu'au Game 7. Ah ouais. Et puis avec du game winner dans cette série. Hein. Ah ouais, et des deux côtés en plus. T'as un game winner de Paul George, t'as un game winner de LeBron. Ouais. Paul George qui t'envoie un tomard monstrueux sur un poster sur Birdman. Chris Andersen qui est incroyable. Exceptionnel. Une époque... Le fameux check entre Paul George et LeBron James, ouais. Un temps mort là. Ouais, incroyable. Et pour sortir un peu du cas de basket, du coup l'époque où la NBA rentre dans l'ère des réseaux sociaux, et une époque où moi je trouve personnellement où la NBA va être la meilleure en termes de marketing, parce que sur les réseaux sociaux c'est méga présent. Ça, une flopée de maillots un peu stylés, genre il y a les maillots avec les surnoms. On a le hit qui a plein, moi j'ai les couleurs alternatives du hit où il joue tout en blanc, tout en noir, les maillots camo des Spurs. Ouais. On a l'arrivée des maillots à manches. Oh, le maillot camo des Spurs, il était dégueulasse. Hein. Oui, il était dégueulasse, mais je dirais, il y avait plein de maillots. Genre, les Lakers, vous avez eu... c'est l'arrivée On n'a pas eu des folies, nous. Hein. Ah, vous avez le maillot blanc des Lakers qui est déjà un peu là avant, mais qui arrive à ce moment-là. Ouais. Vous avez des... Oui, c'est les moments aussi des nuits latinas. T'as le maillot à manches tout noir. Ouais. C'est exceptionnel. C'est incroyable. Non, il y a beaucoup de très beaux maillots à ce moment-là. Les nuits latinas, ouais. Avec genre Los Lakers, tout ça. Ça me manque tellement, ça, les nuits latinas. C'était tellement bien. Ouais. C'était cool. C'est la NBA du début des réseaux sociaux qui vraiment est l'une des premières ligues à comprendre l'importance que ça va avoir. Bah ouais, clairement. Et qui pète les scores. Se sert parfaitement bien de LeBron, justement de jeune Paul George qui explose. Ouais. Et puis la NBA qui va avoir, pour revenir sur un point de vue marketing, la meilleure stratégie de com et marketing que je connaisse, qui est de dire nos images, on a les droits dessus, mais si vous voulez les utiliser pour faire des compiles ou les mettre sur les réseaux sociaux, on ne viendra pas striker vos vidéos. Au pire, on prendra vos revenus monétaires, mais allez-y, créez à partir de nos images parce que ça sert à développer notre ligue aussi. Et c'est la seule ligue de sport à avoir compris ça, encore en 2024. Oui, parce qu'encore aujourd'hui, par exemple, je crois que c'est le compte officiel de la Ligue 1 qui n'a pas le droit de diffuser les buts des matchs parce que Amazon empêche ça. Ah non, mais c'est un bordel. C'est ubuesque, ça n'a aucun sens. Ah non, mais c'est ubuesque. Genre, le compte officiel de la Ligue 1 ne peut pas diffuser les buts. Ah non, mais c'est un bordel. Alors que la NBA, nous, vous l'avez bien vu si vous nous suivez avec la com, moi j'utilise plein d'extraits. Ouais. C'est nous, on y va, quoi, tu vois. Ah, c'est ça. Mais en vrai, c'est con, mais ça sert aussi à développer le sport. Je suis désolé, moi, j'ai commencé à suivre le basket à cette époque-là. J'ai commencé à suivre le basket à cette époque-là parce que je suis sur Instagram et que je vois des actions qui me font me dire waouh, qu'est-ce que c'est que ce sport de malade mental. Genre, ça a marché comme ça aussi. Ah oui, c'est clair. Voilà pour la parenthèse sur cette. Pour la partie marketing et comme. Ouais. Mais qui est très importante aussi. Bah oui. Surtout que grâce à ça que. C'est à ce moment-là qu'on va dire que la. Vas-y. Comme on est en train de parler en même temps. J'allais dire c'est grâce à ça que la NBA est ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. Certes, t'as eu toute la construction avec
certes les Bird, les Magic, les Jordan et tout, mais c'est grâce à ce virage-là qui a été pris avec l'ère des réseaux sociaux qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui, la NBA, Ah tu vois. bah, bien évidemment. Le J'allais fait dire, que en fait, toi et moi, deux Français lambda, on puisse voter pour nos joueurs qu'on veut voir au All-Star Game, Ah, ça, bien ça évidemment. part de là aussi, tu vois. Et c'est ce que j'allais dire, en fait, c'est ce moment-là où la NBA est à l'entrée d'un virage et va négocier le virage incroyable en prenant la corde, parce qu'on va, sans foreshadowing, il y a un bonhomme qui va arriver en 2015, qui va grandement aider, et s'il n'y a pas toute la plateforme qui est créée avant, il pète pas comme il pète le bonhomme, et il aide pas la ligue à péter comme elle pète. Hein. Ah, c'est sûr. Hein. On retourne un peu au basket, du coup ? Ouais, on revient au jeu. Donc on a parlé du back-to-back du 8, C'est ça. 2014. Attends, on a parlé du back-to-back du Non, on du n'a pas 8, parlé du tir de Ray Allen. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On n'a pas parlé du James catches a three, won't go, rebound Bosch, back out to Allen, hit three-pointer. Bang! Bang! Quel shoot! Ah ouais. L'un des plus gros shoots de l'histoire. Hein, et l'un des sans plus gros conteste. comebacks de l'histoire, hein, puisque les bouteilles de champagne, le trophée était déjà avancé, les rubans étaient mis. Hein. Ouais, clairement. Hein. Et non. Et non. Et non, Et non. tu ranges ce champagne, Greg, s'il te plaît. Oui. Les Spurs ne seront pas champions en 2013. Le Heat arrache un Game 7 grâce à un tir de Jésus, hein, tel est son Littéralement. surnom, de Ray Allen. Et après, bah, le Heat finit le travail au Game 7. Mais quelle finale de ouf. Finale Le niveau de jeu sur exceptionnelle. ces finales. Oh, bah, Colossal. déjà, une finale qui finit en Game 7, c'est toujours cool. Mm. Mais alors, là-dessus, le choc des titans de Greg Popovich et Eric Spoelstra. Ah, mais Oh c'était là là, le magnifique à voir. cerveau basket de ces deux-là. Et puis, bah, Ah, sur mais- le terrain, on a Tony Parker, Manu Ginobili, Tim Duncan, Kawhi Ouais. Leonard, LeBron James, Mm. Dwayne Wade, Chris Bosh, Ray Allen. Il y a du Hall of Famer au mètre carré sur ces finales-là. Hein. Ah bah c'est incroyable. Hein. Oh, putain. C'est des finales colossales. Mm. Rebelote du coup en 2014. Match retour en 2014. Mm. Et alors, cette fois, le Heat Et n'a dépassé. aucune chance. Aucune chance. Ah bah le beautiful Vraiment, game les des Spurs. Hein. Les Spurs ne leur laissent rien. Mm. Le plus beau basket joué dans l'histoire de la NBA. Oh oui, et c'est pas usurpé. Avec les Nations Unies des Spurs. Littéralement. Où t'as des mecs qui viennent de... Bah, t'as deux Français, Tony et Manu. T'as un Argentin. Ginobili. T'as un Australien, Patty Mills. Ouais. T'as un Italien avec Marco Bellinelli. Oui. Tim Duncan qui vient des îles Vierges. Enfin, C'est ça vient de partout. T'as Thiago Splitter, un Brésilien. Oui. Enfin, ça vient de partout. C'est polyglotte et cosmopolite. C'était ça le terme que je cherchais. C'est ça. Cosmopolite. Et ça joue un basket incroyable. Fait de Incroyable. passes et de redoublements et d'extra passes. C'est ça. Si on vous fait une comparaison, c'est le Barça de Guardiola. En Exactement. gros. Ouais. C'est Xavi Iniesta. Peu ou... Prime. Ouais. C'est ça à peu près. C'est une belle compa en vrai, je trouve. Très belle combat. Tu peux être fier Ouais. de toi. Le basketball total, on pourrait dire aussi. tu vois, Ouais, ça marche à la aussi. manière du football total de Johan Cruyff. En gros. Ça marche Mais aussi. voilà, c'est ça. Allez, vraiment, s'il y a une série de finales à regarder, c'est celle-là. Parce Bien que évidemment. le niveau de jeu des Spurs est juste... Incroyable. Non mais c'est On n'a magique, pas les mots. c'est choquant. Il n'y a pas beaucoup de mots pour décrire ce que c'est. Faut aller le voir en fait. Il fallait être là. Ouais. Et j'y fus. J'avais 14 ans, je volais l'ordi de mon père et je me mettais dans mon lit sous ma couette pour regarder les finales. Incroyable. Coucou papa, coucou maman si vous m'écoutez. Sachez que je l'ai fait. Voilà. Oh, ça va, c'était il y a 10 ans, il y a prescription maintenant. Oui, c'est bon. Pas déconner, non? C'est pour le travail. Mais ouais. Voilà pour 2014. Mais aussi ce titre qui marque la fin d'une ère. C'est Ah la fin de l'ère des... C'est la fin de la dynastie. Hein. C'est le dernier titre de la dynastie des Spurs. Mm. Les Spurs seront encore bons après, mais ils iront plus en finale. Ah bah, Et, c'est... Mais c'est une parce belle que- fin. Ouais, c'est une belle fin et ils iront plus en finale parce qu'il y a une autre équipe qui va s'installer et qui va aller quelques fois en finale. Ah, qui va légèrement poser problème à beaucoup de monde.
Ouais. Déjà, J'ai avant... nommé Vas-y. les Golden State Warriors. Oui. D'un certain Steph Curry, D'un certain Steph Curry, exactement. de Klay Thompson et Draymond Green, De André Iguodala. exactement, de Ce- Steve Kerr, De Steve Kerr et de De- Bob Myers. c'est ce que j'allais dire. Et surtout, en fait, une équipe qui va révolutionner le jeu, littéralement. Oui. Qui va Qui va amener casser la le jeu. révolution 3 points. Ouais. Ça va Emmené, être... dans le sillage d'un Stephen Curry qui... Bah déjà, sur la saison 2015, c'est un peu l'équipe qu'on n'attendait pas, tu vois. C'est un peu l'équipe surprise en soi. Ouais, non, Certes, c'est une grosse surprise en 2015. 2014, ils sont bons, tu vois. De mémoire, ils sont 6 et ils se font sortir par les Clippers Ouais, c'est ça, au premier tour. Lors de l'affaire lors de l'affaire Donald Sterling. Donald Sterling. J'allais dire Steve Ballmer, mais c'est lui qui Non. a repris après. Mais, Pour faire ouais. court, Donald Sterling, ancien proprio des Clippers, plein milieu de la série, donc du premier tour contre Golden State, une vidéo est fuitée par son amante, enfin sa maîtresse, pardon, et comment dedans on y voit qu'il utilise des termes très injurieux et à caractère raciste pour décrire des personnes noires. Ouais. Et Magic, la notamment. et la NBA va purement et simplement le bannir. Ouais. Et voilà. Donc un autre petit scandale de la NBA, mine de rien, qui fera changer pas mal de choses du côté des Clippers. Ah bah oui. Et qui à l'époque le premier gros fait qu'a géré Adam Silver. Oui, Adam Silver. Qui est le tout nouveau comiche depuis 2013. Ouais, qui vient d'arriver quasiment. Ça fait que 2 ans qu'il est là. C'est ça. Avec son crâne chauve là. Et il doit gérer ça. Allez, cadeau de bienvenue. Mais du coup, pour revenir à 2015, oui, l'explosion des Warriors et la révolution du 3 points. C'est l'arrivée de Steve Kerr sur le banc de Golden State qui va tout changer en fait. Ah bah, très clairement. Parce qu'avant ça, t'as les Warriors qui sont coachés par Mark Jackson. Ouais. Qui du coup, comme on a dit, perdent au premier tour contre les Clippers. Ils virent Mark Jackson, Steve Kerr arrive et là... Ah, puis ça explose. cette saison est incroyable parce qu'en fait, déjà, Draymond Green commence à s'installer dans le 5 parce que David Lee se blesse. Oui. Et en fait, c'est le moment où les Warriors, ça clique. En face, on a LeBron qui a fait son retour à la maison. Oui, I'm coming home. Donc, il est revenu à Cleveland pour jouer avec Kyrie Irving et Kevin Love. Ouais, et t'as une super team qui se monte à Cleveland. Ouais, en réponse à ça. ça. Dans la saison, t'as J.R. Smith et même Shumpert qui arrivent. Ouais. Et là, on arrive vers ce qui va être l'affrontement des 4 prochaines années. Les Cavs contre les Warriors. Ou plutôt, LeBron James contre les Warriors. Il y a de ça. Il y a de ça. Mais du coup, 2015. 2015, les Cavs sont un peu malchanceux avec les blessures. Ah, très malchanceux. Puisque Kevin Love se blesse avant les finales, si je me souviens bien. Kevin Love se blesse au premier tour d'une clé de bras de Kelly Olynyk. Ah oui, je t'ai jamais pardonné, année-là. fils de pute. C'est cette année-là. Ouais, c'est cette année-là. Et Kyrie se pète le genou au game 1. Hein. Ouais, Kyrie se pète le genou au game 1 dans une collision rotule contre rotule avec Klay Thompson. C'est la sienne qui lâche. Ouais. Pas de chance. Tu fais un pile ou face, la pièce est pas tombée du bon côté pour Cleveland, quoi. C'est ça. C'est con. Et donc le premier... pourtant Cleveland perd Kyrie, mais Cleveland arrive à mener 2-1 dans cette série grâce à un Mathieu Dellavedova qui donne sa vie sur Steph Curry. Ah ouais. Mais la défense de Dellavedova sur Curry... Qui est exceptionnelle. Et ça fait peur. Hein. Ouais, ça fait très peur. T'as l'impression que tu vas te retourner, qu'il va être derrière toi, Dellavedova. Vraiment. Enfin, et il l'a dit, hein, il a failli mourir sur cette série. Ah bah tu m'étonnes. Parce que pour suivre Stephen Curry sur toute une série, il faut y aller. Hein. Ah ouais. Parce que c'est un marathonien, l'autre. Hein. Vraiment. Et du coup, il y a un Game 3 que Cleveland ne doit pas perdre, qu'ils vont bien évidemment perdre. Et derrière, ça va se faire enchaîner, ça va finir en 6 du côté des Warriors. Ouais. André Iguodala. Ça, c'est pareil, un vol. C'est un vol. Non, il est pas bon sur la série Steph Curry. Oh, tu forces quand même. Certes, il est moins bon que les séries précédentes et tout, mais de là à donner le MVP des finales à André Iguodala, faut pas déconner. Ah, il a réussi à défendre sur LeBron James. Oui. Je te rappelle qu'à l'époque, le débat, c'est quand même de se demander si LeBron James peut être MVP des finales alors qu'il a perdu. Et s'il le mérite. Oui. Et il le mérite. Il le mérite de ouf. Il le mérite de ouf. Mais du coup, défaite en 2015. 2016 sera une saison
Waouh. comme on n'en reverra plus. Ah bah c'est l'une des saisons qui arrive tous les 10 ans, quoi. C'est Ouais. la dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a 10 ans, c'était la saison 96 des Bulls. C'était il y a 20 ans. Oui, non, C'était mais 20 c'était il y a ans, 10 ans au moment de la saison 2016. Bah non, c'était 20 ans. Ah oui, non, c'était il y a 20 ans, pardon, je suis nul en maths. 2016 moins 10, ça fait 2006. J'ai eu 5 au bac de maths. Ouais, moi aussi. Non, mais ouais, 2016, bah déjà, c'est la saison tournée d'adieu de Kobe, Oui. pour commencer. Qui, bah du coup, nous gratifiera d'un dernier match Sympatoche. exceptionnel où il va planter 60 points. Et prendre 50 tirs. 60 points en 5 autres tirs. C'est une synthèse de Kobe, finalement. C'est le plus gros total de tirs pris sur un match NBA. Ah ouais? Ouais. Ah, ça, je savais pas. Et je suis très heureux que ce soit celui qui l'a quelque part. Je crois que Bah faut savoir que dans le match, je crois qu'il prend genre 24 tirs à 3 points pour en mettre genre 7. C'est tellement Kobe. Ouais. Qu'il en a rien à foutre. On lui donne tous les ballons. Et surtout que le dernier match est contre le Jazz. Et le Jazz, à cette époque-là, est contender pour aller en playoff. Ah oui. Genre, s'ils gagnent ce match, ils peuvent aller en playoff. Ah mais Et clairement. les Lakers, qui faisaient clairement la course au first pick, ils gagnent grâce à un money time de Kobe qui nous rappelle les plus belles heures des années 2000 et début 2010. Vraiment. Et Où Shaq il qui lui avait... termine le Vas-y. Jazz. Et oui, le Shaq qui lui avait dit faut que t'en mettes 50 pour ton Ouais. dernier match. Kobe qui lui dit ouais t'inquiète et qui t'en claque 60 quoi. Incroyable. C'est tellement Kobe. C'est ça. En parallèle de ce Farrell Tour, on a une saison exceptionnelle des Warriors. Et Ouais. de Steph Curry. Alors plus que exceptionnel, on a une saison historique. Oui. Premièrement, on va parler de Stephen Curry. C'est la saison où là, il casse tout. Ah bah c'est le hit check sur une saison. C'est plus de 403 points en une saison. C'est ça. C'est, je crois, il tourne à 30,5 points de moyenne, je crois, une connerie comme ça. Ouais, 30 points de moyenne. En 50, 40, 90. 50, 45, 90. Voilà. C'est abusé. Les Warriors y a- qui démarrent sur un 24-0. Voilà. Qui finissent sur un 73-9. Oh putain. Et il y a ce match. Ce match. Contre le Thunder. Contre OKC. À OKC. Où il égalise à ce moment-là le record du nombre de 3 points sur un match. Ouais. Et surtout. Mm. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Incroyable ce match. Mike Breen. Ah mais... Ce match où là vraiment, c'est, je me souviens de ce match, mais je me souviens de où j'étais, de quelle position j'étais quoi. Ah non mais c'était ce match, c'est juste what the fuck. C'est vraiment, c'est Bastien de Trash Talk qui en parlait, je me souviens, qui disait à ce moment-là, Stephen Curry, il casse le jeu. Ah mais vraiment. Genre vraiment, il y a un avant et un après ce match-là, quoi. Ah mais très très clairement. C'est exceptionnel. Tout ça va nous mener à un remix de la finale de l'année d'avant. Et oui, parce que mine de rien, les Cavs se retrouvent en finale à nouveau. Ouais. Qui me faisaient leur petit bonhomme de chemin, hein. Petite saison à plus de 50 wins, je crois. Un truc Oui, comme ça. bon, Enfin, c'est les Cavs de l'époque, ils arrivent en playoff, ils frappent l'Est. Ils fouettent tout le monde à l'Est, ils retrouvent les Warriors qui se sont fait peur en playoff. Hein. Ah, la série contre les Spurs? Contre le Thunder? Contre le Thunder. Non, oui, les Spurs, c'est l'année d'après, pardon. Pas les Spurs, ouais. Mais la série contre le Thunder où ils perdent 3-1 et qu'ils reviennent. Ah ils font ouais. un comeback. Game 6 Clay. Fou furieux. Le Game 6 Clay qui naît sur cette série-là. Oh là là, oh là 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 là. Mon Dieu, et le comeback de 3-1, c'est tellement rare qu'une équipe le fasse. Mais ouais. Surtout en finale de conf, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un truc de ouf. D'habitude, tu perds. Bah oui, dans 100% des cas, en fait. Ah bah ouais. Parce que tu sais bien, no team has ever come back for a 3-1 lead in the finals. C'est ça. Mais du coup, parce que oui, en finale NBA, les Golden State va mener 3-1 contre les Cavs. Mais oui. À ce moment-là, comme on disait, ça n'est jamais arrivé qu'une équipe revienne de 3-1. Jamais. Et surtout, certes, Draymond Green est suspendu pour le prochain match. Mais bon, ils vont revenir à 3-2.
T'es à domicile, qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Alors, Puis le surtout 3-2, que il est à Cleveland, le 5e match. Oui, c'est vrai, mon bad. Le 5e match est à Euh, Cleveland, il sera gagné par Cleveland. c'est Mais ça. non, n'importe quoi. Le Game 5, il a Golden Ah, mais State. oui, c'est les doubles matchs à 41 points de Kyrie et LeBron. Voilà, c'est ça. Mais oui. Oui, oui, c'est pour ça. C'était à l'Oracle Arena, donc certes, t'as pas Mm. Draymond Green, mais tu te dis, vas-y, t'es à domicile, qu'est-ce qui peut t'arriver? C'est le Game 5. Et là, puis, tu c'est les fini. as fouettés, les Cavs, hein, sur les 2 premiers matchs. Hein. C'est des Ah, blowouts. Ah, c'est des gros blowouts. Ah oui, oui. Mais donc là, LeBron nous sort la meilleure performance de sa vie sur une série, quoi. Bah, Steph Curry Les trois meilleurs. l'a dit. Il a jamais vu 2 mecs jouer aussi bien sur 3 matchs de suite. Ouais, c'est ça. Et Steph Curry Et pourtant, LeBron, Curry, il en a vu du monde, hein, Steph Oui. Curry, quand même. Oui. Mais ouais. Donc, Game 5, c'est le double 41 points de Kyrie et LeBron. C'est ça. Game 6. Game 6, retour de Draymond Green, on se dit, ouais, ils vont être champions, là, ça y est. Draymond Green, il revient, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont pas refaire une perf à 41 points, les deux. LeBron en recolle 41. Kyrie fait un petit match. Je crois qu'il fait un match à 25 points, un truc comme ça. Ouais, voilà, petite feuille. Petite feuille. Steph Curry est éjecté à la fin du match. Ouais, il s'énerve. C'est pas là où il balance son protège-dents. Si, là c'est là où il balance le Ouais, protège-dents. Et c'est là aussi où il y a le double contre dans le match de LeBron sur Curry à chaque fois, et où à chaque fois après il le taunt. Ouais, t'as le stare down après. Ouais. Et là, Et après, bon, c'est pas grave, il leur reste un Game 7 à la maison. On arrive à ce fameux Game 7 à la maison où... Bah là, du coup, tu commences à te dire... Ils peuvent le faire, là. Ah, ils peuvent Globalement, carrément le faire, hein. Ils ont leur maillot à manches noires avec juste le gros C des Cavs. Oh là là. Magnifique ce maillot. Les émotions. Ouais. Et les Warriors sont excellents sur la première mi-temps, notamment derrière Draymond Green qui enchaîne les tirs à 3 points. Ouais, Draymond Green qui est ultra chaud, ultra clutch et tout. Je crois que les Warriors mènent de plus 10 à ce moment-là à la mi-temps. C'est pas impossible. Et ils vont revenir, les Cavs, hein. Encore une fois. Ils vont revenir. Clay to Iguodala. Oh! Block by James! The Block. The Block, en fait. tout simplement. Michael Jordan avait The Shot, LeBron a The Block. C'est ça. L'action qui te fait gagner le titre, en fait. Oui, littéralement. Puisque après ça, je crois qu'il reste une Au 30, moment du contre, il reste 1 minute 40. Ouais. Donc c'est-à-dire que littéralement 2 possessions après, t'as arguably pareil l'un des plus gros shoots de l'histoire. Ah ouais, Kyrie Irving sur Steph Curry. Ouais, voilà, il est en ISO, il regarde droit dans les yeux, il fait ses petits dribbles un peu chaloupés comme il sait si bien faire Kyrie Irving. Exactement. Sidestep. Et il t'envoie une ogive à 3 points. Mais en plus, il est loin, cet enfoiré. Il est genre 1m50 derrière la ligne, facile. Ouais. Il met un sidestep, c'est incroyable. Et il a Curry qui, sur cette possession-là, il est là, quoi. Il lui met la main devant le visage. Ah, mais clairement. Mais là, et puis ça rentre. Propre, là, ficelle. Juste après, il y a malheureusement le dunk raté de LeBron, mais qui aurait pu être aussi encore plus exceptionnel. Ah, mais qui se fait mal à la main. Ouais, il se fait super mal. Il fait un sur 2 au lancer franc derrière, 93-89. Et après, ça bouge plus. Et après, ça bouge plus. T'as sur la dernière possession Kevin Love qui défend sur Steph Curry comme un chien. Sur Steph Curry comme un chien et qui le force à prendre un shoot de merde. Et voilà, quoi. Et dans cette série aussi, et dans le Game 7, à la fin du match, t'as la passe dans deux de Steph Curry qui va directement en touche. Ouais, ça je me souviens, ouais. Et là... Ouais, voilà pour ce match est exceptionnel. This is for you. Ah, vraiment, LeBron qui chiale. Et moi aussi, je me souviens. Et au final, t'as le 73-9 des Warriors. Ouais, qui veut rien dire. Pas champion, il veut rien dire. Et ça fait mal. Without a ring. Ça fait... Putain, ça fait chier, ça. Ça fait très très mal. On va peut-être aller plus vite sur la fin, parce que ça fait déjà 1h15. Oui. Mais oui, après, bah du coup... Kevin Durant veut sortir de sa zone de confort. Donc il rejoint les Warriors. Et rejoint les Warriors. Bon, bah, alors... ils feront le back-to-back, hein, les Warriors 2017-2018.
En face, LeBron arrivera encore en finale. Ouais. 2018, playoff LeBron 2018. Ah bah même la saison 2018 de LeBron au global est une des saisons les plus abouties qu'on ait vues pour un basketteur. Hein. Ouais. Les Cavs finissent 4ème. Ouais, c'est ça. Ils sortent les Pacers. Ils sortent les Pacers en série de 7. Il envoie un ou deux game winners dans cette série. En demi-finale, c'est les Raptors. Ouais, premier 4-0. de la régulière. Et ben c'est LeBronto, quoi. Hein. C'est ça, donc ils prennent 4-0 à Paul. Ouais, c'est 4-0. Et en finale, c'est les Celtics. Non, c'est là qui te fait le game winner. Oui, sur un pied, sur le côté, runner, flotteur, ouais. Enfin voilà. Finale de conf, c'est. Les Celtics, de jeune Jason Tatum. Et de Kyrie. Kyrie est blessé à ce moment-là, donc il joue pas. Ouais. Mais oui. Mais ah oui, c'est là qu'il y a le gros poster de Jason Tatum. C'est là qu'il y a le poster de Tatum sur LeBron. C'est une série qui va en 6. Ouais, mais qui est gagnée par les Cavs. Qui est gagnée par les Cavs. Les Cavs en finale se font botter le cul 4-1. 4-0, 2018 c'est 4-0. Hein. Ah, 2018, pardon. Pardon, ouais. 2018 c'est 4-0. 2017 c'est 4-1. Mais enfin voilà, donc là t'as la dynastie des Warriors qui est vraiment au sommet de son art. LeBron, à ce moment-là, vient de faire sa 8ème finale d'affilée. Parce que oui, c'est l'ère LeBron James aussi, hein, même si on parle beaucoup de Steph Curry, il y a quand même un mec qui a pissé sur une conférence pendant 8 ans. 2019, LeBron s'est barré. LeBron part aux côtés des Lakers. C'est ça. Et Kawhi est transféré aux Raptors. Et Kawhi va nous faire l'une des plus belles saisons individuelles qu'on aura eues. Ah si, avant de partir sur 2019, surtout. On en passe une petite en 2018 pour les Houston Rockets. Oui, de James Harden. C'est ça. Qui sont exceptionnels. James Harden MVP 2018, ouais. Ouais, MVP en 2018 qui les Rockets qui passent à 24 3 points ratés d'affilée de gagner un titre. Ouais. Et une petite pour James Harden qui est le mec qui aura le plus buté sur le même adversaire. Non, vraiment. Non, ça, ouais, elle est dure celle-là. Elle est dure. Mais ouais, et du coup 2019, Kawhi est aux Raptors. Alors en régulière, il fait un peu la diva. C'est ça, il joue pas tout, load management. Load management de ouf, mais ça paye en playoff. Puisque, alors déjà, les Raptors, je sais plus, c'est plus contre qui le premier tour, mais les demi. Le premier tour, c'est contre le Magic. Ah oui, ouais, le Magic d'Evan Fournier, DJ Augustine. Ouais. Et les demi-finales. Le premier match après 24-1. Et les demi-finales contre les Sixers. Le Game 7. Ah là là. Oh, le shoot de Kawhi. Ce shoot. Oh, le shoot de Kawhi. Oh, le shoot de Kawhi. Oh, le shoot de Kawhi. Commenté par Trash Talk Bastien qui bug complet sur ce shoot exceptionnel. Un moment vu en direct de ouf, ça. Ah, moi aussi. Mon dieu. C'est fini. Après, les Raptors vont jusqu'en finale NBA, leur première de leur histoire. Qui vont tomber sur des Warriors décimés par les blessures. KD qui va se faire le talon d'Achille. Telly qui se fait le tendon d'Achille. Klay Thompson qui se fait les croisés. Curry est pas un peu blessé aussi? Curry, non, ça va à peu près. Non, ça... Enfin bon. Mais il y a Demarcus Cousins d'ailleurs dans cette équipe des Warriors à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Qui lui et Leonard qui a un niveau exceptionnel sur ses finales, qui remporte son deuxième MVP des finales. Bien aidé par Pascal Siakam et tout. Exactement. Important. Et Kyle Lowry. Oui, aussi. Ouais. Il y a Danny Green aussi dans cet effectif. Il y a Danny Green, ouais. Ouais, et il y a Pat Ah si, il faut parler aussi de Patrick McCaw, qui est le seul mec qui a fait 4 titres d'affilée. Ouais, c'est... Non, 3. Non, il fait... Ah oui, 3, il fait 2017, 2018, 2019. Oui. Il part aux Raptors, entre-temps. Un role-player comme on les aime. Et après, on arrive gentiment sur l'année 2020. Covid, la bulle, on en a parlé. Ouais. Allez voir l'épisode. Qui reviennent avec LeBron James... et Anthony Davis. Pour la première saison d'Anthony Davis aux Lakers. Ouais. Avec Gérard également, qui est là. Rajon Rondo. Ouais. Dwight Howard, il y a Javale McGee. Il y a Kyle Kuzma, il y a Caruso. KCP. Contavious Caldwell-Pope. Ouais. Une équipe qui va aller jusqu'au bout dans la bulle. Bulle qui sera marquée par les événements de la grève, etc. Toutes les prises de position des joueurs, le mouvement Black Lives Matter.
Et après, on arrive gentiment sur la NBA d'aujourd'hui. Hein. La NBA qu'on connaît tous, 2021. Ce sera les Bucks face aux Suns. 2022, les Warriors reviennent dans ce titre sommet. magnifique. Ouais, titre magnifique qui tabasse les Celtics en finale. Qui permet à Steph Curry d'enfin avoir son MVP des finales. Ouais, putain. C'était la seule chose qui lui manquait. Ouais, incroyable. L'explosion de Jordan Poole. Oui, l'avènement de Jordan Poole exceptionnel. Ouais. 2022. C'était 2023, pardon. La droite de Jordan Poole. Ouais, et l'avènement des Nuggets et de Nikola Jokic. Et voilà, et on est arrivé aujourd'hui. Tranquillement. Et 2024, alors on s'enregistre, les Celtics mènent 1-0 contre les Pacers dans la finale de conf. Et le premier match entre les Timberwolves et les Mavs sont cette nuit. Ouais, commence dans 2h15. Exactement. Donc voilà, on en est, on a fait... un beau récap de la ligue. Un beau récap. Pour tout vous dire, le première partie, j'avais fait beaucoup de notes et à partir des années 90, c'était plus en freestyle. Ça se voit, hein, je pense que cet épisode est, je pense, le moins structuré qu'on ait fait. Ouais, moi, je me rends compte qu'on a oublié de parler des expansion teams. Ah ouais, bon, voilà. Tant pis. Mais bon, 1h20 d'épisode et 45 minutes le premier, ça fait quasiment 2h10 de record. Ouais, je pense qu'on vous a donné assez à manger. Désolé si c'était pas structuré comme il disait, mais on est fatigué là. Mais voilà, on espère que mine de rien cet épisode vous aura plu, malgré tout. C'était un bon épisode, moi j'ai kiffé de retracer cette histoire. Ouais, c'est ça, on est revenu. En fait, tu la connais, mais tu redécouvres des choses, tu te souviens de trucs. Ouais, c'est ça, et puis on revient à travers tous nos souvenirs de nous en tant que spectateurs qu'on a vécu, tu vois. Ah bah, puis tu le vois, à partir des années 2000-2010, là on a beaucoup de souvenirs, c'est frais. Bah voilà, c'est ça, c'est à partir de ces moments-là qu'on a tous les deux découvert la NBA. Ouais. Donc forcément, c'est nos premiers souvenirs qui nous ont marqués en tant que fans de basket, quoi. Oh bah très clairement. Très clairement. Et bah merci beaucoup, Bad, pour ça. C'était un plaisir. Avec grand plaisir. On va pouvoir se laisser gentiment là-dessus. On vous dit topette. On peut leur dire topette et leur faire des bisous. On fait des gros poutous et on se dit à la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un nouvel épisode de Backdoor. Allez, bisous. Et bisous.